On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. C'est une belle phrase, n'est-ce pas? Une phrase qu'on apprend aux enfants à l'école pour leur faire croire que le monde est juste, que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, votre cœur, votre intelligence, votre âme. Mais c'est un mensonge, un énorme mensonge. Dans le monde réel, celui des adultes, l'habit fait tout. Il est votre passeport, il est votre armure. Et si vous avez le malheur d'avoir une tache de boue sur votre pantalon au mauvais endroit, au mauvais moment, alors peu importe que votre compte en banque affiche 7, 8 ou 9 chiffres. Pour le monde, vous n'êtes rien. Vous êtes un déchet. Je m'appelle Xavier. Aujourd'hui, je possède une flotte de voitures qui ferait rougir certains collectionneurs. Mais la voiture dont je vais vous parler, celle qui a le plus de valeur à mes yeux, je ne l'ai pas achetée pour le plaisir de conduire. Je l'ai achetée pour acheter une leçon. Une leçon brutale, froide et incroyablement satisfaisante. Tout a commencé un mardi matin, un mardi qui aurait dû être banal. Il faut que vous compreniez une chose sur moi. Je suis riche, vraiment riche. J'ai fait fortune dans l'immobilier commercial. Mais je ne suis pas le genre de patron qui gère son empire depuis un bureau climatisé au 30e étage d'une tour de verre. Non, moi j'ai besoin de sentir le béton. J'ai besoin de voir la terre. C'est mon côté obsessionnel. Ce matin-là, j'étais sur l'un de mes plus gros chantiers en périphérie de la ville. Un complexe résidentiel de luxe, il avait plu toute la nuit, le terrain était un véritable marécage. J'avais enfilé une vieille tenue, un jogging gris un peu usé, une veste imperméable sans marque et des bottes de chantier. Pas de montre à 50 000 euros au poignet. Pas de signe extérieur de richesse. Juste un homme au travail, l'accident est arrivé bêtement. Je vérifiais les fondations du bloc B avec le chef de chantier. On marchait près d'une excavatrice. Il y a eu un sifflement, un bruit sec, comme un coup de fouet. Une durite hydraulique a lâché juste à côté de moi. Ce n'était pas dangereux, mais c'était salissant, terriblement salissant. J'ai reçu une giclée d'huile noire, épaisse et visqueuse, mélangée à de la boue liquide. Ça m'a frappé de plein fouet. Sur le torse, sur le visage, dans les cheveux. En reculant par réflexe, j'ai glissé. Je me suis étalé de tout mon long dans une flaque de ciment frais et de terre. Le silence sur le chantier était total. Le chef de chantier était mortifié. « Monsieur Xavier, mon Dieu, je suis désolé, apportez des serviettes !» criait-il. Je me suis relevé, lourd, collant. Je sentais l'odeur âcre de l'huile mécanique. J'étais trempé jusqu'aux os. « C'est bon, c'est rien », j'ai dit, en essayant d'essuyer mes yeux avec le revers de ma manche, ce qui n'a fait qu'étaler la crasse. C'est le métier qui rentre. Le problème, c'est que dans ma chute, mon téléphone, qui était dans ma poche arrière, s'était brisé contre une pierre. Écran noir, mort, et ma voiture. Ma voiture personnelle était garée à l'autre bout du site, bloquée par 2 camions toupies qui venaient tout juste d'arriver pour couler une dalle. Il faudrait 1 heure pour les bouger. J'étais coincé, sale, sans téléphone, sans moyen de transport immédiat, et je devais passer un appel urgent à Londres dans les 30 minutes. C'est là que je l'ai vu, juste en face du chantier, de l'autre côté de la route nationale, comme une oasis de pureté au milieu de mon chaos, une concession automobile, et pas n'importe laquelle, une concession Porsche l'approche. Le bâtiment était magnifique, une architecture moderne, tout en verre et en acier chromé. À l'intérieur, je pouvais voir les silhouettes des voitures de sport briller sous les spots halogènes comme des joyaux dans un écrin. C'était propre, c'était calme, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis dit, je vais juste traverser, leur demander poliment d'utiliser leur téléphone fixe pour appeler mon chauffeur et peut-être me rincer les mains aux toilettes. Simple, logique, civilisé. Je n'ai pas pensé à mon apparence. Ou plutôt, si, j'y ai pensé, mais je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je suis un être humain, non ? Un être humain en détresse a le droit de demander de l'aide, même s'il ressemble à un monstre des marais. J'ai traversé la route. Le contraste était saisissant. Je laissais des traces de boue humide sur le bitume du parking immaculé. Je voyais mon reflet dans les vitres automatiques de l'entrée. Je faisais peur à voir. Un homme en jogging, couvert de taches noires, les cheveux en bataille collés par l'huile. Je ressemblais à un sans-abri qui venait de se battre dans une décharge. Mais j'ai avancé. J'ai marché vers la porte. Je ne savais pas encore que j'allais entrer dans une zone de guerre psychologique, la confrontation. Les portes automatiques se sont ouvertes dans un chuintement doux. L'air climatisé m'a frappé le visage. Ça sentait le cuir neuf, le café expresso de haute qualité et le parfum d'ambiance onéreux. Le sol était en carrelage blanc.
si brillant qu'on aurait pu manger dessus. Dès que j'ai posé le pied à l'intérieur, le silence s'est fait. Il y avait un couple de clients, au fond, en train de regarder un SUV Cayenne. Ils se sont tus et m'ont regardé avec des yeux ronds, comme si un animal sauvage venait d'entrer dans leur salon. Et puis, je l'ai vu. Lui, le gardien du temple, il s'appelait, appelons-le, le vendeur. Il était jeune, peut-être 25 ou 26 ans. Un costume bleu, nuit taillé sur mesure, beaucoup trop serré. Une coupe de cheveux gominée, parfaite, pas un cheveu qui dépasse. Une montre voyante au poignet. Il était au téléphone, adossé à un bureau de réception en marbre. En me voyant, il a figé. Il a lentement baissé son combiné, comme s'il voyait une hallucination. Son visage s'est tordu dans une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la peur, c'était du dégoût, un dégoût pur, viscéral, comme si je venais de vomir sur ses chaussures. J'ai fait un pas en avant, levant les mains en signe de paix. « Bonjour, ai-je dit. » Ma voix était rauque. « Excusez-moi de vous déranger. J'ai eu un petit accident sur le chantier en face. » Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Le vendeur a contourné le bureau à une vitesse fulgurante. Il a marché vers moi, bras tendus, comme pour repousser une infection. « Stop !» a-t-il aboyé. « Stop ! Ne bougez plus ! Pas un pas de plus !» Sa voix a résonné dans tout le hall. Le couple au fond nous regardait, horrifiés. J'ai froncé les sourcils. « Écoutez, je sais que je suis sale, mais... » « Sale ?» Il a ricané, un son méchant, coupant. « Vous êtes répugnant. Regardez le sol. Vous êtes en train de dégueulasser mon showroom. » J'ai regardé mes pieds. C'était vrai. J'avais laissé 2 petites empreintes de boue sur le carrelage blanc. « Je suis désolé, » ai-je répondu calmement. « Je suis quelqu'un de calme d'habitude. Je paierai pour le nettoyage s'il le faut. J'ai juste besoin d'utiliser votre téléphone. Le mien est cassé et je dois appeler mon chauffeur. Et si possible, un endroit pour me laver les mains. » Le vendeur s'est arrêté à 2 mètres de moi. Il me toisait de haut en bas, son regard s'attardant sur mon jogging déchiré, sur l'huile séchée sur mon front. Il a plissé le nez, comme s'il sentait une odeur insupportable. « Et ici, c'est une concession Porsche, monsieur, » a-t-il dit, en détachant chaque syllabe comme si j'étais un débile mental. Ce n'est pas un refuge pour clochards. Ce n'est pas des toilettes publiques et ce n'est certainement pas une cabine téléphonique pour les ouvriers maladroits. J'ai senti une pointe de chaleur monter dans ma poitrine. Pas encore de la colère, juste de l'incrédulité. « Je ne suis pas un clochard, » ai-je dit, en essayant de garder ma dignité. « Je suis le propriétaire du chantier juste en face. Je vous demande un service de 2 minutes entre êtres humains. » Il a éclaté de rire, un rire forcé, théâtral, destiné à m'humilier devant les autres clients. « Le propriétaire, bien sûr, et moi je suis le roi d'Angleterre. Écoutez, mon ami, » il a dit, « mon ami, avec un mépris qui aurait pu couper du verre. Sortez, maintenant, avant que j'appelle la sécurité ou la police. Vous faites peur à ma clientèle, vous polluez l'air, sortez. » J'ai regardé autour de moi, le couple chuchotait en me pointant du doigt. Je me suis senti petit. C'est étrange, n'est-ce pas? Je pouvais acheter cet immeuble entier avec l'argent qui dormait sur mon compte courant. Je pouvais acheter ce vendeur, sa voiture, son costume et toute sa vie. Mais à cet instant précis, face à son arrogance, je me suis senti comme un enfant pris en faute. J'ai tenté une dernière fois. Vous faites une erreur, ai-je dit doucement. Une très grosse erreur de jugement. Il a fait un geste de la main, comme pour chasser une mouche. L'erreur, c'est d'avoir laissé la porte déverrouillée. Allez, dehors, retournez jouer dans la boue. Il s'est avancé de manière menaçante. Je n'avais pas le choix. Je n'allais pas me battre physiquement avec un vendeur de voitures. J'ai ravalé ma fierté. J'ai hoché la tête. Très bien. J'ai fait demi-tour. J'ai senti son regard brûler mon dos. J'ai marché vers la sortie, chaque pas résonnant comme une défaite. Les portes automatiques se sont ouvertes. Je suis sorti dans la chaleur humide de l'extérieur. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a tout changé. C'est ce petit détail qui a transformé mon humiliation en une rage froide et calculatrice. Les portes vitrées se sont refermées derrière moi. Je me suis arrêté sur le trottoir, le cœur battant. Je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil à l'intérieur. Le vendeur était toujours là, debout derrière la vitre. Il me regardait partir, un sourire suffisant aux lèvres. Il avait gagné. Il avait protégé son territoire contre l'envahisseur sale. Je l'ai vu plonger sa main dans la poche de sa veste.
Il a sorti un mouchoir, un carré de soie blanche, immaculé, et là, en me fixant droit dans les yeux à travers la vitre, il a fait quelque chose d'impardonnable. Il a levé le mouchoir. Il s'est approché de la poignée de la porte, la poignée que j'avais frôlée en entrant. Même si la porte était automatique, j'avais peut-être effleuré le montant. Avec des gestes lents, exagérés, théâtraux, il a commencé à essuyer le métal. Il frottait, frottait, avec une expression de dégoût absolu, comme s'il nettoyait une trace de peste bubonique. Puis, il a regardé le mouchoir, a fait une grimace et l'a jeté dans une poubelle à côté de lui, comme si le tissu lui-même était devenu radioactif après avoir touché l'endroit où j'étais passé. Ce geste, ce n'était pas des mots, c'était pire que des insultes, c'était une négation de mon existence. Il ne nettoyait pas la porte, il m'effaçait. Je suis resté là, sur le trottoir, les poings serrés, l'huile séchant sur ma peau. J'ai senti quelque chose se briser en moi, et immédiatement, quelque chose d'autre s'est reconstruit. Quelque chose de dur, de froid. Non, ça ne pouvait pas finir comme ça. Je ne suis pas parti. Je suis resté planté là, à regarder mon reflet sale dans la vitrine, superposé aux courbes parfaites d'une Porsche 911 GT 3 exposée à l'intérieur. Le match n'était pas fini. La première mi-temps était pour lui, mais la seconde mi-temps allait commencer, et il n'avait aucune idée de qui il venait de provoquer. Je suis resté là, immobile sur le trottoir, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le soleil de midi commençait à percer les nuages, tapant dur sur le bitume. Autour de moi, la vie continuait. Des gens passaient, des hommes d'affaires oppressés, des étudiants, des mères avec leurs poussettes, et je sentais leurs regards. Avant, quand je marchais dans la rue en costume, les regards étaient soit indifférents, soit respectueux. Aujourd'hui, ils étaient lourds, collants. Une femme a écarté son enfant de mon chemin en me voyant, comme si la pauvreté était contagieuse. Un jeune couple a ri en voyant la boue sécher sur mon dos. J'étais devenu invisible en tant qu'humain, mais hyper visible en tant que nuisance. Je me suis tourné vers la vitrine du concessionnaire. Je voyais mon reflet fantomatique superposé aux voitures de luxe, un homme voûté, sale et les cheveux gras. Et derrière la vitre, au loin, je voyais encore la silhouette du vendeur. Il riait au téléphone. Il avait déjà oublié mon existence. Pour lui, j'étais une anecdote, une blague à raconter à la pause café. Tu ne devineras jamais quel clochard a essayé d'entrer tout à l'heure. Une voix rationnelle s'est élevée dans ma tête. C'était la voix de la sagesse. Xavier, laisse tomber. Tu as 34 ans. Tu as bâti un empire immobilier. Tu as des millions qui dorment sur tes comptes. Tu n'as rien à prouver à ce petit employé à 2000 € par mois. Rentre chez toi. Oublie ça. J'ai failli écouter cette voix. J'ai failli faire demi-tour et marcher vers mon chantier. C'était la chose adulte à faire. Mais l'image du mouchoir est revenue, ce carré de soie blanche frottant la poignée de porte, ce mépris absolu. Non, si je partais maintenant, j'acceptais sa réalité. J'acceptais que, sans mon costume, je ne valais rien. Et ça, c'était inacceptable. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il était mal en point. La vitre arrière était explosée, l'écran avant fissuré en toile d'araignée. J'ai appuyé sur le bouton latéral. Rien. J'ai appuyé encore plus fort, avec une rage sourde. L'écran a scintillé. Un miracle technologique. Une dernière lueur de vie avant la mort définitive de l'appareil. L'écran s'est allumé, traversé par des lignes vertes et violettes. J'ai déverrouillé l'appareil avec mon code, mes doigts, laissant des traces de gras sur le verre brisé. J'ai ouvert mon application bancaire. Le réseau était lent. Le petit cercle de chargement tournait. Puis, le solde s'est affiché, 2 450 000 €. Et ce n'était que le compte courant professionnel principal. J'ai regardé ce chiffre, puis j'ai regardé mon pouce. L'ongle était noir de cambouis, la peau était écorchée, le contraste était violent. D'un côté, la puissance absolue, de l'autre, l'apparence de la déchéance. Mon pouce sale caressait les millions virtuels. Le téléphone a grésillé, l'écran est devenu blanc, puis s'est éteint pour toujours. Mais c'était suffisant. J'avais vu ce que j'avais besoin de voir. J'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai pris une grande inspiration. L'air pollué de la ville m'a soudain paru purifiant. Ce n'est pas de l'orgueil, ai-je murmuré pour moi-même. C'est de l'éducation, et l'éducation a un prix. Je devais rentrer chez moi. Mon appartement était à 5 kilomètres, dans le quartier huppé du centre-ville. J'ai levé la main pour arrêter un taxi.
Une berline noire est arrivée, le voyant vert allumé. Le chauffeur a ralenti, s'est approché du trottoir. Il a baissé sa vitre passager, il m'a regardé. Il a regardé mes bottes pleines de ciment. Centre-ville, s'il vous plaît, ai-je demandé. Je paie en espèces. Le chauffeur a fait la grimace. Ah non, mon gars, pas question. Je vous donnerai un bon pourboire. J'ai vraiment besoin de rentrer. Regarde-toi, tu vas dégueulasser mes sièges en velours. Ça va me coûter 100 balles de nettoyage. Marche à pied, ça te fera du bien. Et il a redémarré en trombe, me laissant dans un nuage de gaz d'échappement. J'ai dû rire, un rire nerveux, sec. Même mon argent ne pouvait pas acheter un trajet en taxi si je n'avais pas l'apparence qui allait avec. Le monde était cohérent, au moins. Cruel, mais cohérent. J'ai fini par marcher jusqu'à mon chantier. Les camions avaient bougé. J'ai récupéré ma propre voiture, un 4x4 de fonction, robuste mais discret, couvert de poussière de chantier. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un silence de mort, pas de radio. Juste le bruit du moteur et le plan qui se formait dans mon esprit, étape par étape, comme un plan d'architecte. Le rituel, l'eau et l'armure. Arrivé chez moi, je suis entré dans mon penthouse. Le contraste était encore une fois brutal. Je marchais sur du parquet en chêne massif avec mes bottes crottées. J'ai tout enlevé dans l'entrée. J'ai laissé le tas de vêtements sales par terre, comme la mue d'un serpent. Je suis allé directement sous la douche. L'eau brûlante a frappé ma peau. J'ai pris le savon et j'ai frotté. J'ai frotté fort. Je ne lavais pas seulement l'huile de moteur et le ciment. Je lavais le regard du vendeur. Je lavais le mépris du chauffeur de taxi. Je lavais cette sensation d'impuissance qui m'avait collé à la peau pendant une heure. L'eau noire tourbillonnait vers le siphon. Puis, elle était devenue grise, puis claire. Je suis sorti, propre, neuf. Je suis entré dans mon dressing. C'est une pièce à part entière, éclairée comme une boutique de luxe. J'ai choisi mon armure avec soin, pas de jogging cette fois. J'ai sorti un costume italien gris anthracite, coupe cintrée, laine froide, super 150. Une chemise blanche en popeline de coton égyptien, repassée à la perfection. Des boutons de manchette en argent discret. Et les chaussures, des Richelieu en cuir noir cirés à la main qui brillaient comme des miroirs. Je me suis habillé lentement. Chaque bouton fermé était un cran de confiance récupéré. Je me regardais dans le grand miroir. L'ouvrier avait disparu. Le clochard était mort. Xavier, l'investisseur, était de retour. J'ai ouvert le tiroir de mes montres. J'ai hésité. Rolex? Trop voyant? J'ai pris ma Patek Philippe. Bracelet en cuir, cadran simple. Une montre qui ne crie pas. J'ai de l'argent, mais qui chuchote. Je possède la banque. C'est la différence entre la richesse et la classe. Je me suis parfumé. Bois de santal et épices. Une odeur d'autorité. Il me manquait une dernière chose. L'ingrédient principal de ma vengeance. Je suis allé à ma banque, située à 2 rues de là. Quand je suis entré, le vigile m'a ouvert la porte avec un grand sourire. « Bonjour, monsieur Xavier. Quel plaisir de vous voir. Quelle ironie. C'était le même homme qui m'aurait probablement gazé au poivre si j'étais venu 1 heure plus tôt avec mon autre tenue. Je suis allé au guichet VIP. Ma conseillère s'est levée immédiatement. « Xavier, que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Un virement? Un investissement ?» J'ai posé mes mains sur le comptoir froid. « Non, Sophie, j'ai besoin d'un chèque de banque. » Immédiatement. Elle a cligné des yeux. « Bien sûr, de quel montant ?» J'ai sorti le dépliant froissé que j'avais ramassé par terre au salon Porsche, juste avant de me faire jeter dehors. J'avais noté le prix mentalement. 225 000 euros, ai-je dit calmement. Et je veux que vous le mettiez dans une belle enveloppe blanche. Elle a tapé sur son clavier. C'est une belle somme pour un achat impulsif, a-t-elle plaisanté. J'ai souri, mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. Ce n'est pas un achat, Sophie. C'est un investissement dans la justice karmique. 10 minutes plus tard, je ressortais de la banque. J'avais l'enveloppe dans la poche intérieure de ma veste, contre mon cœur. Je sentais son épaisseur. J'ai regardé ma montre. Il s'était écoulé exactement 58 minutes depuis que la porte du concessionnaire s'était refermée sur mon nez. Le timing était parfait. Je suis retourné à ma voiture. J'ai démarré, direction le concessionnaire. Le vendeur voulait un client digne de sa marque. Il allait être servi. Mais il n'allait pas aimer le goût du service. Il était 14h15. Le soleil était haut dans le ciel. Je me suis garé juste devant la grande baie vitrée. Cette fois, je n'étais pas à pied.
J'avais pris la liberté de faire un détour par mon garage personnel pour récupérer une voiture compatible avec les standards du lieu. Mon Range Rover noir, impeccable, jantes de 22 pouces. Je suis sorti du véhicule. J'ai ajusté ma veste. J'ai vérifié le nœud de ma cravate dans le rétroviseur. J'ai traversé le parking. Je marchais différemment. Ce matin, je marchais avec la fatigue du chantier. Maintenant, je marchais avec l'assurance de celui qui détient le pouvoir. Mes talons claquaient sur le bitume avec un rythme précis, autoritaire. Je suis arrivé devant les portes automatiques, les mêmes portes, elles se sont ouvertes, le même souffle d'air climatisé, la même odeur de cuir et de café. Mais cette fois, l'accueil fut différent, radicalement différent. À peine avais-je franchi le seuil qu'une hôtesse d'accueil, qui n'était pas là tout à l'heure, s'est levée d'un bond. « Bonjour monsieur, bienvenue chez Porsche, puis-je vous renseigner ?» Son sourire était éclatant. J'ai balayé la salle du regard, je le cherchais. Il était là, le vendeur. Il était occupé à ranger des dossiers sur son bureau en marbre. Il a levé la tête au son de la voix de l'hôtesse. Nos regards se sont croisés. J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde. Est-ce qu'il allait me reconnaître? Est-ce qu'il allait voir sous la soie italienne et le parfum onéreux, le clochard qu'il avait humilié 60 minutes plus tôt? Il m'a regardé. Il a scanné mon costume. Il a noté la coupe parfaite. Il a vu la Patek Philippe à mon poignet. Et son visage s'est illuminé. Une métamorphose effrayante. Ses traits, qui étaient là tordus de dégoût tout à l'heure, se sont détendus en une expression de pure servilité. Un sourire commercial brillant, carnassier, s'est dessiné sur ses lèvres. Il ne m'avait pas reconnu. Pour lui, l'homme en jogging et l'homme en costume étaient deux espèces biologiques différentes. Il était aveuglé par le bling-bling. Il a contourné son bureau, non pas pour me chasser cette fois, mais pour m'accueillir comme un roi. Il marchait d'un pas souple, presque dansant. « Laissez, Sarah, je m'occupe de monsieur », a-t-il dit à l'hôtesse avec une voix de velours. Il s'est planté devant moi, tendant sa main, cette même main qui avait tenu le mouchoir, cette même main qui avait nettoyé ma présence. « Bonjour, monsieur, bienvenue. Je suis Arnaud, conseiller senior ici. C'est un honneur de vous recevoir. » J'ai regardé sa main tendue. J'ai eu une envie folle de cracher dessus, mais je me suis retenu. Le piège devait se refermer doucement. J'ai serré sa main, sa peau était douce, hydratée. Une main qui n'avait jamais touché une brique ou un sac de ciment de sa vie. « Xavier », ai-je répondu froidement. « Enchanté, monsieur Xavier. Que puis-je faire pour vous? Vous cherchez un modèle particulier? Ou peut-être voulez-vous juste vous inspirer ?» Le ton était mielleux. Il flirtait presque. J'ai pointé du doigt le fond du showroom. La 911 GT3, celle qui est exposée là-bas, la grise. Ses yeux ont brillé. Il a vu la commission. C'était un modèle très cher, bourré d'options. « Ah, monsieur est un connaisseur, un excellent choix. C'est une machine d'exception. Venez, je vous en prie. » Il m'a guidé vers la voiture. Il marchait à côté de moi, un peu trop près, envahissant mon espace personnel avec son haut de Cologne bon marché. « Puis-je vous offrir quelque chose ? Un espresso? Un verre d'eau pétillante? Peut-être une coupe de champagne? Nous avons une excellente cuvée réservée à nos clients privilégiés. » J'ai pensé à ma soif d'il y a 1 heure. J'ai pensé à la façon dont il m'avait refusé l'accès aux toilettes. « Un café, serré, sans sucre, ai-je commandé. « Tout de suite, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. » Il a claqué des doigts vers l'hôtesse pour qu'elle apporte le café et il a commencé son show, le mensonge des valeurs. Nous étions debout devant la voiture. Elle était magnifique, il faut l'admettre, une bête de métal et de technologie. Le vendeur a posé sa main sur le capot, il caressait la carrosserie avec sensualité. « Vous savez, monsieur Xavier, a-t-il commencé, prenant une pause théâtrale, chez Porsche, nous ne vendons pas que des voitures. Nous vendons un style de vie. Nous vendons l'excellence. » J'ai haussé un sourcil. « L'excellence ? Absolument. Nos clients sont des gens qui ont réussi. Des gens qui comprennent que la qualité ne souffre aucun compromis. Des gens distingués, comme vous. » J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas exploser de rire. « Comme moi, ai-je répété. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis distingué, Arnaud ?» Il a ri, un petit rire complice. « Ça se voit, monsieur. L'élégance, ça ne s'invente pas. C'est une aura. On reconnaît tout de suite les gens de qualité quand ils franchissent cette porte. Nous avons un certain standing ici. Nous filtrons beaucoup. Nous voulons que nos voitures soient entre de bonnes mains. » Chaque mot était un coup de poignard. Nous filtrons beaucoup.
Il me disait en face qu'il discriminait sur l'apparence, et il pensait me faire un compliment. L'hôtesse est arrivée avec le café sur un plateau d'argent. J'ai pris la tasse. La porcelaine était fine, j'ai bu une gorgée. Le café était excellent, il avait un goût amer, le goût de la vengeance. Cette voiture, ai-je dit en posant la tasse, elle est disponible immédiatement? Le vendeur a hésité. C'est une technique de vente classique. Créer la rareté. Eh bien, normalement, il y a une liste d'attente de 6 mois pour ce modèle spécifique avec ses finitions carbone. C'est très demandé. Il a baissé la voix, comme s'il me confiait un secret d'État. Mais, pour un client comme vous, je pense que je peux passer quelques coups de fil. Je peux parler à mon directeur. On peut s'arranger. Il me mentait. La voiture était là. Elle prenait la poussière. Il voulait juste me faire sentir spécial. Je ne veux pas attendre, Arnaud, ai-je dit, en sortant mon portefeuille. Un portefeuille en cuir noir, bien épais. Ses yeux ont été attirés par l'objet, comme un aimant. Je comprends tout à fait. L'impatience est le privilège des puissants. Quelle phrase stupide. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Combien? Le prix affiché est de 224 500 €, clé en main, avec les frais de mise en route et la carte grise, disons 225 000 €. Il m'a regardé, attendant que je négocie, attendant que je demande une remise, des tapis de sol offerts ou un financement. J'ai souri, un sourire froid, qui ne montrait pas les dents. C'est parfait. Le visage d'Arnaud s'est figé une seconde, surpris par la facilité de la chose. Puis, l'euphorie l'a gagné. Il venait de faire la vente du mois en 10 minutes. Sa commission allait être juteuse. Il me voyait déjà comme sa baleine, son trophée. Parfait! Vous la prenez comme ça? Comme ça, je la veux maintenant. Je veux partir avec dans 1 heure. Il frétillait, presque. C'était pathétique. C'est formidable. Venez dans mon bureau, monsieur Xavier. Nous allons régler les papiers. Ça va être très rapide. Je vais vous présenter au directeur. Il voudra sûrement vous saluer personnellement pour une acquisition pareille. Le directeur, parfait. C'était exactement ce que je voulais. Je voulais un public. Je l'ai suivi vers son bureau vitré au fond du hall. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir confortable, face à lui. Il s'est assis derrière son ordinateur, tapant frénétiquement. J'ai juste besoin d'une pièce d'identité et d'un moyen de paiement pour la compte. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste. J'ai senti l'enveloppe. Le moment était venu. Pas d'acompte, Arnaud. Il a levé la tête, inquiet. Pardon? J'ai sorti l'enveloppe blanche. Je l'ai posée doucement sur le bureau en verre. Elle a fait un petit bruit mat. Je paie la totalité. Content, maintenant. Il a ouvert de grands yeux. Il a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes de cupidité. Il l'a ouverte. Il a sorti le chèque de banque certifié. Il a lu le montant, 225 000 €. Il a vérifié le sceau de la banque. C'était du solide. Il a relevé les yeux vers moi. Il rayonnait. Il était au paradis. Monsieur Xavier, je ne sais pas quoi dire. C'est un plaisir de faire affaire avec un gentleman tel que vous. Une transaction aussi fluide, aussi élégante, c'est rare. J'ai croisé les jambes. Je me suis adossé confortablement. Élégant, oui, c'est le mot. J'ai laissé un silence s'installer. Un silence lourd. Je le regardais fixement, sans cligner des yeux. Son sourire a commencé à vaciller légèrement. Il sentait quelque chose. Une tension. Dites-moi, Arnaud, ai-je commencé doucement. Vous avez une bonne mémoire? Il a ri nerveusement. Pardon? Oui, enfin, je crois. Pourquoi? Je me suis penché en avant. Parce qu'avant de signer ces papiers, il y a un petit détail dont nous devons discuter. Une petite histoire drôle qui m'est arrivée aujourd'hui. Il s'est détendu, pensant que j'allais faire la conversation. Oh, j'adore les histoires. Je vous écoute. Pauvre idiot, il ne savait pas que l'histoire parlait de lui et que la chute allait lui coûter sa carrière. J'ai gardé mes mains croisées sur mes genoux. J'affichais un calme olympien, contrastant avec l'excitation fébrile du vendeur. Il y a un peu plus d'1 heure, ai-je commencé, un homme est entré ici. Arnaud a hoché la tête, poliment, continuant de trier les papiers de vente du coin de l'œil. Vraiment? Oui, c'était un homme sale. Il portait un jogging gris, déchiré. Il avait de la boue sur le visage et de l'huile dans les cheveux. Il venait d'avoir un accident sur le chantier d'en face. La main d'Arnaud s'est figée sur son stylo. Très légèrement, un micro-mouvement, il a relevé la tête, un sourire incertain aux lèvres. « Ah,
Oui, je crois voir de qui vous parlez, hein. Un individu perturbé. Nous avons parfois ce genre de problème. Le quartier change, vous savez. Il essayait de noyer le poisson. Il pensait que j'avais vu la scène depuis l'extérieur et que je m'en plaignais. Perturbé, c'est le mot que vous avez utilisé? Ai-je demandé faussement naïf. Oh, c'était clairement un vagabond. Il était agressif. Il a sali le sol. J'ai dû faire preuve de fermeté pour protéger la clientèle. Vous comprenez, monsieur Xavier, nous devons maintenir un standard. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr, la fermeté, c'est important. Cet homme, il a demandé à utiliser le téléphone, n'est-ce pas? Arnaud a ri nerveusement. Une goutte de sueur est apparue sur sa tempe, parfaitement poudrée. Il a baragouiné quelque chose. Oui, mais entre nous, il voulait probablement voler un cendrier ou mendier. On a l'habitude. J'ai senti une colère froide me glacer le sang. Voler un cendrier. Je me suis penché vers lui. J'ai réduit la distance entre nos visages. Il ne voulait pas voler Arnaud. Il voulait appeler son chauffeur, parce que son téléphone était cassé. Le sourire d'Arnaud a commencé à s'effriter. Il a cligné des yeux. Comment savez-vous cela? J'ai ignoré sa question. J'ai continué, implacable. Et vous lui avez dit, ici ce n'était pas un refuge pour clochards. Vous lui avez dit, tu pollues l'air. Vous l'avez menacé d'appeler la police. Arnaud a posé son stylo. Il est devenu pâle sous son bronzage artificiel. Il a commencé à scruter mon visage, cherchant un indice, une explication. Monsieur Xavier, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Si cet incident vous a dérangé, je vous présente mes excuses au nom de la concession. Mais attendez, je n'ai pas fini. Je l'ai coupé sèchement. La meilleure partie, c'est la fin. Quand cet homme est sorti, vous avez sorti un mouchoir en soie blanche, et vous avez essuyé la poignée de la porte, comme si cet homme était une maladie. J'ai plongé ma main dans ma poche, j'ai sorti un mouchoir en papier froissé que j'avais sur moi. Je l'ai jeté sur le bureau, à côté du chèque de 225 000 €. Ça vous rappelle quelque chose? Le silence dans le bureau était assourdissant. On n'entendait plus que le bourdonnement de l'ordinateur et la respiration saccadée d'Arnaud. Il me regardait, il regardait mes yeux, il regardait mes cheveux propres, il regardait mes mains. Et soudain, la connexion s'est faite. Ses pupilles se sont dilatées. Sa bouche s'est entr'ouverte. « Non » a-t-il chuchoté. « Ce n'est pas possible. » Je me suis levé lentement. J'ai dominé la pièce de toute ma hauteur. « Regardez-moi bien, Arnaud. Regardez-moi vraiment. Pas le costume, pas la montre. Regardez l'homme. » Il était tétanisé. Il voyait enfin le fantôme de l'ouvrier à travers le costume de l'investisseur. « C'était vous. » Sa voix a déraillé dans les aigus. « Oui, c'était moi, le vagabond, le clochard, le pollueur d'air. C'était moi, il y a 1 heure. » Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise. « Monsieur Xavier, je vous jure que je ne savais pas. C'est un malentendu. Vous étiez, enfin vous comprenez, la tenue, je ne pouvais pas deviner que vous aviez. Que j'avais de l'argent, j'ai crié. Pour la première fois, j'ai élevé la voix. C'est ça votre défense. Vous ne saviez pas que j'étais riche, donc vous aviez le droit de me traiter comme un chien? Non, non, bien sûr que non. Je faisais juste mon travail. Je protégeais sur le showroom. Il paniquait totalement. Il agitait les mains. Votre travail, c'est de vendre des voitures, pas d'humilier des êtres humains. Vous m'avez jugé sur une tache d'huile. Vous avez nettoyé ma trace comme si j'étais une merde. L'intervention du directeur. Le vacarme avait attiré l'attention. La porte du bureau s'est ouverte violemment. Un homme plus âgé, cheveux gris, costume impeccable, est entré. C'était le directeur de la concession. Il avait senti l'odeur de l'argent et celle du conflit. Un problème ici, j'entendais des cris depuis mon bureau. Il a regardé Arnaud, qui tremblait, puis moi, qui était de marbre. Il a vu le chèque sur le bureau. Ses yeux d'expert ont tout de suite identifié un chèque de banque certifié. Arnaud a tenté de parler. « Monsieur le directeur, c'est... Monsieur Xavier et... Nous avons un petit différend sur... Je l'ai coupé. Je me suis tourné vers le directeur. « Bonjour, vous êtes le patron ici ?»« Je suis le directeur général. Oui, Henri Delacroix. Enchanté. » Il m'a tendu la main avec une assurance professionnelle. Je ne l'ai pas serré. « Monsieur Delacroix, je suis sur le point d'acheter cette Porsche 911 GT3. Content. Le chèque est là. » J'ai pointé le papier du doigt. Le directeur a souri. « C'est une excellente nouvelle. Arnaud est un de nos meilleurs éléments. Je suis sûr qu'il a... » « Arnaud est une ordure, ai-je dit calmement.
Le sourire du directeur s'est figé. Je vous demande pardon, ultimatum. J'ai pris le chèque entre deux doigts, je l'ai fait tourner, doucement. Il y a 1 heure, je suis venu ici pour demander de l'aide après un accident. J'étais sale. Arnaud m'a jeté dehors comme un animal. Il m'a insulté. Il a nettoyé la poignée de porte derrière moi avec un mouchoir pour montrer son dégoût. Le directeur s'est tourné vers Arnaud. Son regard était noir. « Est-ce que c'est vrai ?» Arnaud bégayait. « Monsieur Delacroix, il était couvert de boue. Il a sali le carrelage. Je ne pouvais pas savoir que c'était un client potentiel. » J'ai ri. « Vous entendez ? Je ne pouvais pas savoir. C'est ça le problème. » Je me suis tourné vers le directeur. J'ai posé le chèque sur la table, mais j'ai gardé ma main dessus. « Voici mon offre, monsieur Delacroix. Elle est très simple. Je veux cette voiture. Je l'achète maintenant, mais à une seule condition. » J'ai pointé Arnaud du doigt, un doigt accusateur, final. « Vous le virez, maintenant, devant moi. » Le silence est retombé. Plus lourd que jamais. Arnaud a écarquillé les yeux. « Quoi ? Mais vous êtes fou, vous ne pouvez pas faire ça. » Je n'ai pas regardé Arnaud, j'ai fixé le directeur. C'est lui ou l'argent, c'est lui ou la vente. Et si je sors d'ici avec ce chèque, je vous promets que je raconterai cette histoire à tout mon cercle d'amis. Et j'ai beaucoup d'amis qui achètent moi des Porsche. Le directeur a regardé le chèque, 225 000 euros. Il a regardé Arnaud, il a fait un calcul mental rapide, très rapide. Arnaud a compris, il a vu le regard de son patron changer. « Henri, tu ne vas pas faire ça ? Je suis là depuis 3 ans, j'ai fait mes chiffres, c'est juste un malentendu. » Le directeur a soupiré, il a ajusté sa cravate, il s'est tourné vers moi. « Monsieur Xavier, ce comportement est inacceptable. Dans notre établissement, nous prônons le respect de tous. » C'était du baratin corporate, mais je savais où il allait. « Arnaud, » a dit le directeur d'une voix neutre. « Oui ?» Arnaud avait les larmes aux yeux. « Donne-moi ton badge et tes clés. »« Henri, non. Tout de suite, tu es licencié pour faute grave, atteinte à l'image de la marque et manque de respect envers la clientèle. Sors de mon bureau. » Arnaud était détruit. Son monde de paillettes, de costumes serrés et d'arrogance venait de s'effondrer en 30 secondes. Il m'a regardé avec une haine pure, mais aussi avec une peur profonde. Il a compris qu'il avait joué et qu'il avait perdu contre plus fort que lui. Il a arraché son badge de sa veste, il l'a jeté sur le bureau, il est sorti sans un mot, sous le regard de tous les autres employés qui regardaient à travers la vitre. La porte s'est refermée. Je suis resté seul avec le directeur et le chèque. Le directeur a repris son sourire commercial, comme si rien ne s'était passé. « Je vous présente toutes nos excuses, monsieur Xavier. Cela ne se reproduira plus. Maintenant, procédons à la vente si vous le voulez bien. » J'ai enlevé ma main du chèque, je l'ai poussé vers lui. Avec plaisir. Les minutes qui ont suivi ont été d'une froideur administrative absolue. Le directeur, monsieur Delacroix, a traité la vente lui-même. Il imprimait des documents, me les tendait, je signais. Scratch, scratch. Le bruit de mon stylo sur le papier était le seul son dans la pièce. Il essayait de meubler le silence. Il essayait de faire de l'humour, de parler de la météo, de la puissance du moteur. Vous verrez, la tenue de route en virage est exceptionnelle. C'est une technologie dérivée de la course. Je ne répondais pas, je signais. Je n'étais pas là pour discuter voiture avec un homme qui venait de vendre la tête de son employé pour 225 000 euros. Je savais exactement qui était Henri Delacroix. C'était un opportuniste. Si je n'avais pas eu l'argent, il m'aurait mis dehors lui aussi. Une fois le dernier parapluie apposé, il m'a tendu les clés. 2 clés électroniques, lourdes, en forme de voiture. « Félicitations, monsieur Xavier. Elle est à vous. » Il s'est levé pour me serrer la main. J'ai pris les clés, mais j'ai ignoré sa main une seconde fois. « Merci, je connais la sortie. » Je suis sorti de son bureau. L'ambiance dans le showroom avait changé. Tous les autres vendeurs, les secrétaires, les mécaniciens qui passaient par là, tout le monde savait. Les regards étaient bas. Ils avaient peur. Ils avaient plus vu le loup manger le berger. Je me suis approché de la 911 GT 3 grise. Elle était toujours là, immobile, magnifique. J'ai ouvert la portière. L'odeur de cuir neuf m'a envahi. C'est une odeur particulière, n'est-ce pas? Une odeur de réussite, mais aujourd'hui, elle avait un arrière-goût métallique. Je me suis installé au volant. Le siège baquet m'a enveloppé. J'ai posé mes mains sur le volant, en alcantara, j'ai fermé la porte. Le bruit sourd, solide, de la portière qui se ferme.
m'a isolé du monde extérieur. J'étais dans ma bulle. J'ai appuyé sur le bouton « Start », le moteur s'est réveillé. Un rugissement rauque, puissant, a fait vibrer les vitres du hall. J'ai vu l'hôtesse sursauter. J'ai enclenché la première. J'ai avancé doucement vers les grandes portes vitrées qui s'ouvraient automatiquement devant moi. Je sortais de l'arène. Vainqueur, en sortant du parking de la concession, je devais m'arrêter au stop avant de m'engager sur la route nationale. Et c'est là que je l'ai vu, Arnaud. Il était là, sur le trottoir, à quelques mètres de la sortie. Il n'avait plus sa veste de costume. Il l'avait jetée sur son épaule, tenue par un doigt, comme un sac poubelle. Sa cravate était dénouée. Il était au téléphone. Il criait presque. Je pouvais deviner la conversation. Il appelait sa femme, sa mère, un ami. Je me suis fait virer. C'est injuste. Un connard de client m'a piégé. Il a levé les yeux. Il a vu la voiture. Il a vu la 911 GT 3 grise sortir du garage. Il savait que c'était moi. J'ai arrêté la voiture à sa hauteur. La vitre teintée me séparait de lui. Il m'a fixé. Il y avait de la rage dans ses yeux, mais surtout une immense détresse. Il avait l'air perdu. Sans son badge, sans son bureau, sans l'institution Porsche derrière lui, il n'était plus qu'un homme en chemise sur un trottoir châle. Il était devenu ce qu'il méprisait, quelqu'un qui est dehors. J'ai baissé la vitre. Le bruit de la circulation a envahi l'habitacle. Arnaud a arrêté de parler dans son téléphone. Il a laissé tomber sa main. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Peut-être une insulte, peut-être une supplique, mais je ne lui ai pas laissé le temps. J'ai sorti de ma poche le vieux mouchoir en papier froissé que j'avais récupéré sur le bureau du directeur. Celui que j'avais jeté tout à l'heure, je l'ai tendu par la fenêtre. Il est tombé à ses pieds, sur le bitume. « Tu as une tache sur ta chemise, Arnaud ?» ai-je dit doucement. « Tu devrais te nettoyer, ça fait négliger. » Il a regardé le mouchoir par terre, il a regardé sa chemise, qui était propre, il a compris la métaphore. Il est devenu rouge écarlate. J'ai remonté la vitre, j'ai accéléré, le moteur a hurlé, les pneus ont mordu l'asphalte. Dans mon rétroviseur, j'ai vu sa silhouette rapetissée. Un petit point, bleu et blanc, qui disparaissait dans la poussière et les gaz d'échappement. J'ai conduit pendant 1 heure, sans but précis. Je suis monté sur l'autoroute, j'ai poussé la voiture, 150, 180, 200 km/h. Le paysage défilait comme un film flou. Je ressentais une satisfaction, oui, mais elle était étrange. J'avais dépensé 225 000 € que je n'avais pas prévu de dépenser. J'avais fait perdre son emploi à un homme. J'avais utilisé ma puissance financière comme une massue pour écraser un insecte. Est-ce que j'étais meilleur que lui? Oui, parce que je n'ai pas commencé. Je me suis garé sur une aire de repos déserte face à la vallée. J'ai coupé le moteur. Le silence est revenu, troublé seulement par le clic-clic du métal chaud qui refroidissait. J'ai caressé le tableau de bord. Cette voiture, je ne la conduirai probablement jamais beaucoup. Je la garderai dans mon garage. Sous une bâche, à chaque fois que je soulèverai cette bâche, je ne verrai pas une Porsche. Je ne verrai pas un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande. Je verrai un monument. Un monument à une vérité simple que mon père m'a enseignée quand j'étais gamin, mais que j'avais besoin de réapprendre aujourd'hui. L'argent crie, la richesse chuchote, mais l'éducation, elle, reste silencieuse, jusqu'à ce qu'on lui manque de respect. J'ai regardé mes mains sur le volant. Elles étaient propres maintenant, mais je n'oublierai jamais la sensation de la boue. Parce que c'est la boue qui m'a construit, et c'est le costume qui a piégé Arnaud. Il a cru que l'habit faisait le moine. Il a oublié que c'est le moine qui bénit l'habit. J'ai redémarré la voiture. Il était temps de rentrer. Demain, j'avais un chantier à finir. Et devinez quoi? Je porterai mon vieux jogging, et si quelqu'un me regarde de travers, je sourirai parce que je sais qui je suis. Et ça n'a pas de prix.